Merci de choisir la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Voici le sommaire. Nouvelle taxe sur le ciment. La mesure est entrée en vigueur depuis le 2 janvier dernier. Une solution militaire en Gambie peut embraser la sous-région ouest-africaine. Et la seule solution, c'est d'attendre le verdict de la Cour suprême. Ainsi parle le chargé d'affaires de la Gambie aux Nations Unies, Sam Sarr, dans ce midi. Situation de crise en Gambie justement. Les transporteurs de Ziguinchor continuent d'emprunter la transgambienne malgré l'ultimatum qui approche pour une intervention militaire au pays de Djamé. Cependant, les passagers ne cachent pas leur inquiétude par rapport à leur sécurité. La zone d'Eniaï agressée par le foisonnement de constructions en dur. Ce poumon vert de Dakar se rétrécit. À Pikine, on alerte. Et puis le commentaire du jour, c'est sur la sortie malheureuse du directeur général des douanes sur l'affaire du douanier Diadiba. Dans ce journal, le tour du monde avec Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine. Quels sont les titres de l'actualité internationale? Gambie, le président de la commission électorale s'est enfui. Ce sont ses proches qui l'ont poussé à s'exiler. Il ne se sentait plus en sécurité après avoir prononcé la victoire d'Adama Barrow. En Centrafrique, l'enquête sur les abus sexuels commis par des soldats français piétine. Les Nations Unies et la justice française dénoncent un manque de coopération du commandement de l'opération Sangaris. Les sports. Les regards sont braqués vers le palais de la République. Remise du drapeau national au Lion en route pour la CAN. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour Antoine Diouf, bonjour à tous. C'est l'une des composantes de la page des sports. Et oui, la tanière au complet à l'exception de Mambiram Diouf attendu ce soir à Dakar. Le contingent anglais est bien en place avec à sa tête Sadio Mané. La concurrence dans la tanière aussi, on en parle. Une concurrence saine selon les jours. De haute marque, vous l'avez dit tout à l'heure, au palais de la République cet après-midi. Les Lions reçoivent des mains du chef de l'État le drapeau national avant de s'envoler pour Brazzaville pour la dernière étape de la préparation de la CAN prévue au Gabon. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye, c'est la chronique du mercredi. Et l'absence de consensus entre le pouvoir et l'opposition sur plusieurs questions sera au menu de point de vue. Ce sera vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chargé d'affaires de la Gambie aux Nations Unies avertit s'il y a intervention militaire dans son pays, c'est la sous-région qui va s'embraser. D'après Sam Sarr, il faut attendre le verdict de la Cour suprême avant toute chose. Joint à New York, notre interlocuteur a confié à El Hadj Alassane Samba Diop que c'est Yaya Jammeh qui est en tête d'après les résultats dont il dispose. Sam Sarr que voici. La solution, c'est de voir ce qu'a dit la Cour suprême. C'est d'attendre les résultats de la Cour suprême. Parce qu'il faudrait que la Cour suprême nous départage. Il faut voir ce que Yaya Jammeh a dit, voir si c'est vrai ou pas. Mais déjà, on dit que la Cour suprême appartient à Yaya Jammeh. Si vous voyez les chiffres que j'ai sous les yeux et qu'on fasse le recomptage, vous verrez que Yaya Jammeh n'a pas perdu. La commission électorale, elle aussi ne veut pas qu'on fasse le recomptage des voix. La CEDEAO refuse même qu'on recompte les voix. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que le fait que les positions ne soient pas conciliables ne risque pas d'amener une guerre en Gambie? S'il y a la guerre, personne ne sortira indemne. On nous trouve chez nous, on veut nous faire partir par force, on nous impose ce qu'on veut et dire que nous, on doit quitter le pouvoir. On fera face. Si on doit mourir chez nous, on va mourir chez nous. On parle d'Afrique du Sud pour protéger Yaya Jammeh, mais on a vu ce qui est arrivé à Charles Taylor. On a vu ce qui est arrivé à Charles Taylor. Sam Sarr, le chargé d'affaires de la Gambie aux Nations Unies. L'ultimatum fixé au président Jammeh pour quitter le pouvoir arrive et à Ziguinchor, l'éventualité d'une intervention militaire qui se précise n'empêche pas les transporteurs d'emprunter la transgambienne. D'après eux, tant que les autorités sénégalaises ne leur demandent pas de ne plus passer par ce tronçon, ils le feront. Ils n'ont pas peur, tout le contraire de certains passagers. Le reportage de notre correspondant à Ziguinchor
Ziguinchor, Lamine Ba. Ambiance ce matin à la gare routière de Ziguinchor, dans la zone réservée aux véhicules à destination de Dakar. Les clients se bousculent devant le vendeur des billets pour se trouver une place dans le prochain véhicule en partance pour la capitale. Ici, l'échéance du 19 janvier fixée à Yaya Jammeh pour transmettre le pouvoir ne met pas de pression sur les conducteurs, mais ils suivent de très près l'évolution de la situation. On a appris ça sur les radios, là, comme tout le monde, mais actuellement, on n'a rien entendu, franchement parler. Chersal, le responsable du tableau Dakar, explique qu'ils n'ont pas encore recommandé aux chauffeurs d'emprunter la voie de contournement, mais il leur demande d'être prudents. Ah, on est prudent. C'est-à-dire arriver là-bas au bac, traverser, pas de commentaire. Ouais, c'est pas notre rôle, quoi, c'est pas notre domaine aussi. Chez le chauffeur, les instructions sont pour le moment bien mises en pratique, passer par la Gambie jusqu'à situation nouvelle. Nous considérons que nous pouvons passer par la transgambienne jusqu'à ce que l'État la ferme. Mais puisque ce n'est pas encore le cas, nous continuons à passer par là. Lamine Gueye espère que le Sénégal saura prendre les dispositions à temps pour fermer la transgambienne si l'intervention militaire venait à se préciser. Nous espérons qu'au plus tard le 10, le gouvernement du Sénégal va fermer la transgambienne. En ce moment, nous, on va la contourner. Il n'y a pas de problème. Chez ce passager déjà installé dans un véhicule qui doit emprunter la transgambienne, l'idée de transiter par la Gambie l'inquiète. Si, ça nous inquiète. Oui. Mais nous, on n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on voyage. Une intervention militaire en Gambie est une probabilité brandie par la CEDEAO pour déloger Jammeh, mais le chauffeur continue tout de même d'emprunter la transgambienne. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le TER, une révolution. Les chauffeurs des transports en commun de Rufisque le reconnaissent et le disent. Mais ils ont peur que le train express régional qui va passer par cette ville entraîne leur chômage. Cependant, ils n'ont pas tous la même appréhension. Un reportage d'Isidore Alexandre Sen. Entre un véhicule de transport et un train express, il n'y a pas photo du point de vue de la rapidité. Mais ce chauffeur ne se fait pas de soucis. Des clients, il en aura toujours, dit-il. La jurisprudence des bus Tata est un exemple pour lui. C'est Abdoulaye Wade qui a imposé les bus Tata. Mais n'empêche, nous gérons toujours notre dépense quotidienne. Ces bus-là n'ont pas gâché notre travail. Son camarade était un habitué du trajet Rufisque-Thiès. Il craint la ruée des clients vers le TER. Nous allons ressentir les conséquences du train express. Nous sommes là à la gare routière, mais des fois, nous faisons 20 minutes sans voir de clients. Vous voyez ce que ça peut faire. Même inquiétude pour Damiang, l'arrivée du train express régional pourrait être source de chômage pour bon nombre d'automobilistes selon lui. C'est 1000 fois plus rapide que les véhicules, donc certains clients ne vont plus prendre les véhicules de transport, ça c'est sûr. La conséquence, ça va installer le chômage parmi les chauffeurs. Ces chauffeurs préfèrent revoir les prix du transport que de se retrouver sans clients. Ils ont certes peur de perdre des clients, mais ils saluent d'une part l'idée de mettre en place un TER. Pour eux, il s'agit d'une révolution pour développer le secteur du transport. Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. 12h08, vous suivez le grand journal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Sortie malheureuse du directeur général des douanes qui s'est fait l'avocat du douanier Diadiba que la CREI a mis en demeure dans une affaire de 150 millions volés chez lui. Pape Ousmane Gueye n'a certainement pas remué sa langue 1000 fois avant de faire certaines déclarations. Il y a de quoi s'interroger, Binta Diallo, commentaire. La sortie de Pape Ousmane Gueye est tout simplement maladroite et malvenue. D'abord, pour un dossier pendant devant la justice, la sagesse voudrait que l'on ne le commente pas. Le directeur de la douane sénégalaise, puisque c'est de lui dont nous parlons, a pris sur nos ondes la défense d'un de ses agents. Le lieutenant-colonel Diadiba, à qui la CREI a servi une mise en demeure sur l'origine de ces 150 millions de francs CFA qui auraient été dérobés chez lui. Le directeur général de la douane sénégalaise a lavé à grande eau son collègue. En jargon judiciaire, l'on aurait dit que Pape Diadiba a été blanchi par Pape Ousmane Gueye. Comment un inspecteur d'État de surcroît, soldat de l'économie, peut-il cautionner la thésaurisation? Les arguments qu'il avance n'ont rien de convaincant.
que les douaniers, je cite, reçoivent des fonds communs, des primes de contentieux, entre autres avantages. Pour quelqu'un, a-t-il avancé, qui a fait 30 ans de service, c'est bien possible d'avoir ce montant et de surcroît chez lui, 150 millions, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait confiance au système bancaire. Quelle indélicatesse qui prouve à suffisance que le directeur des douanes sénégalaises a un problème avec la transparence pour quelqu'un qui injecte des milliards de francs CFA dans l'économie. Pape Ousmane Gueye est-il en train de préparer l'opinion s'il se trouve un jour dans la même situation que Djadjiba? Au nom de la gestion sobre et vertueuse, l'on ose espérer que l'affaire Djadjiba fera jurisprudence. L'origine licite des biens d'agents de l'administration est faite pour être prouvée et quel que soit son échelon et son grade. Il y a une nouvelle taxe sur le ciment. Elle est appliquée depuis ce 2 janvier. Cette taxe est de 3 francs sur le prix du kilogramme. Une mesure fiscale qui concerne toutes les 3 cimenteries qui existent au Sénégal. Pour la SCOSEN, les consommateurs doivent être protégés à Wambaye lors de nos prochaines éditions. Il faut sauver la zone des Niayes qui est très agressée. Ce poumon vert de Dakar qui abrite des constructions en dur à un rythme effréné perd de sa superficie. Le gouvernement et les privés sont mis en cause. Reportage dans la zone des Niayes, Salif Sow. De plus en plus, la zone des Niayes perd du terrain. Depuis pas mal de temps, les agressions ne cessent de se perpétrer au niveau de cette zone. Agressé, perturbé, lentement, sûrement, la zone humide demeure à petit feu. Le poumon vert de Dakar semble gagner par un cancer. Sur place, ça construit. C'est en dur. Les acteurs en synergie pour la défense des Niayes alerte. Ibrahima Anne, maraîcher exploitant et membre. Toutes les eaux de pluie que nous enregistrons au niveau de la banlieue convergent vers la zone des Niayes. Et maintenant, si les gens ne font pas quelque chose, on risque de perdre cette zone, et ce qui serait dramatique sur le plan environnemental. Sur le plan économique aussi, car à chaque terrassement, son lot de malheurs, les oiseaux migratoires tués, chassés, les maraîchers déplacés en grand nombre. Les cités Fadia, Faisal, Soprim, Anne-Maris, le Golf Club de Dakar et le Technopole sont érigés dans la zone des Niayes. Mohamed Lo, lui, a quitté le secteur à cause de l'arrêt national de lutte. Un chantier précédé et succédé par d'autres. Le danger est réel. Le chef de l'État est interpellé. Je demande au président de la République de nous soutenir dans ce noble combat. La zone humide doit être protégée. Il faut des garde-fous. Des promoteurs privés construisent des parkings et des habitations dans la zone des Niayes. La zone des Niayes continue d'être agressée, ce malgré les décrets et lois votés et signés par les 4 régimes qu'a connu le Sénégal et même l'administration coloniale. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. Thiès est assis sur une bombe écologique. Ce sont les experts environnementaux qui le disent dans la capitale du rail. Il y a beaucoup de déchets plastiques. Thiès ne dispose pas de décharge d'ordures, cher Anta Diop, lors de nos prochaines éditions. Les lycées Tambacounda, commune et Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, paralysés par une grève depuis près d'un mois. Les élèves protestent contre la décision de l'inspecteur d'académie d'instaurer une journée discontinue. L'autorité académique qui a reçu les lycéens espère la levée du mot d'ordre dans les plus brefs délais. El Hadj Ndiogou Diène que nous allons retrouver dans un instant. Il nous parle de la situation des lycées Tamba Commune et Mame Cheikh Mbaye. El Hadj Ndiogou Diène. Le code électoral précise la tenue des législatives au plus tard en juin. Il souligne que cette violation peut faire recours auprès du Conseil constitutionnel. Moussa Tine était l'invité de RFM Matin. Il y a une violation évidente de la loi, en fait, que nous prenons d'ailleurs d'une violation plus ancienne de la loi. C'est lorsqu'on a voulu effectivement organiser les élections législatives de 2012. En son temps, nous l'avions dénoncé. La Constitution dit que le mandat est de 5 ans. Et puisque donc la nouvelle législature a été installée le 30 juillet, donc il faut laisser aussi les députés faire 5 ans. Mais si on veut entrer dans ce calcul-là, précis sur le nombre de jours, ça voudrait dire aussi que si demain on installe une Assemblée nationale le 30 juillet, on ne peut pas installer la nouvelle Assemblée nationale le 27 juillet. Non, la loi est très claire. La loi dit clairement et de façon précise, de façon pertinente, que c'est le 30 juin de la 5e année
de la législature. Donc, ça peut être le 10 juin, ça peut être le 15 juin. Alors même que l'Assemblée nationale sortante a été installée le 7 juin ou le 20 juin. Donc, si vous voulez entrer dans ces calculs-là sur le nombre de jours, vous n'allez pas vous en sortir et vous tombez dans votre propre piège parce que ça voudra dire que l'Assemblée nationale devra tout le temps faire exactement le... Oh, la loi ne dit pas ça. La loi dit juste le 30 juin de la 5e année de la législature. Est-ce à dire que cette violation de la loi dont vous parlez peut être attaquée devant les juridictions? Exactement. Et d'ailleurs, pour des raisons très techniques, si demain quelqu'un saisit effectivement, le juge ne va pas aller voir la Constitution, le juge va aller voir si le décret qui est pris pour convoquer le corps électoral respecte ou non la loi électorale. On revient finalement sur cette nouvelle taxe sur le ciment. Elle est appliquée depuis le 2 janvier. Cette taxe est de 3 francs CFA sur le prix du kilogramme. Une mesure fiscale qui concerne toutes les 3 cimenteries qui existent au Sénégal. Pour la SCOSEN, les consommateurs doivent être protégés à Wambaye. Le prix du ciment a connu une nouvelle hausse. Omar Diallo, le chef du service du commerce de Dakar. C'est une taxe fiscale que l'État a décidé d'instaurer sur la tonne de ciment et qui équivaut à 3 000 francs la tonne, soit 300 francs par kilo de ciment. Et elle est applicable pour le compter du 2 janvier 2017, ce qui fait que certainement les gens ont répercuté sur le prix, ce qui se traduit pratiquement par une certaine hausse de 3 000 francs sur la tonne de ciment. Le prix du ciment n'est pas homologué par l'État, donc la vente est libre et le service du commerce de Dakar estime que le contrôle n'est pas nécessaire sur le terrain. Chaque cimenterie fixe son propre prix de vente. Il appartient aux industriels de s'ajuster par rapport à la taxation et de sortir leur nouveau prix. Mais penser pouvoir aller contrôler sur le marché, c'est comme si le prix était homologué. Non, le prix n'est pas homologué. Le prix du ciment est en vente libre. Pour l'ASCOSEN, l'État doit être beaucoup plus vigilant parce que les prix déjà commencent à connaître une hausse et cela en dehors de la taxe. Momar Ndao constate que certaines cimenteries profitent déjà de la situation et selon lui, l'État doit veiller sur la structure des prix. Pourquoi pas une homologation? RFM. L'actualité internationale. Sornanata en repart de la Gambie avec le président de la commission électorale qui a quitté le pays. Alors, c'est lui qui avait annoncé la victoire de Adama Barrow. Son entourage l'a poussé à l'exil. Ali Momar Ndiaye ne se sentait plus en sécurité. Nous allons certainement y revenir avec Abdou Khoudosila, en Diallo plutôt. En Gambie toujours, 5 militants de l'opposition ont été libérés après un bref passage dans les locaux des services de renseignement. Ils sont accusés d'avoir porté ou vendu des t-shirts prônant un changement de régime. Ils ont passé la nuit au siège de la NIA. Des hommes en cagoule et d'autres en uniforme ont demandé à certains d'écrire, je cite, « Je ne vendrai jamais de t-shirt à l'effigie d'Adama Barrow », fin de citation. Les analphabètes, eux, ont été contraints de signer le texte. Cameroun, le discours de Paul Biya continue de faire débat. Alors, ce sont les syndicats plutôt des enseignants des régions anglophones qui se signalent. Ils menacent d'étendre leur grève aux zones francophones. Les syndicalistes ont également traité Paul Biya d'incapable. Abdou Khodos Diallo. Depuis lundi, il vit caché dans un autre pays. Abdou Khodos Diallo, nous allons y revenir, Antoine. Oui, en Centrafrique, malgré les nombreuses accusations de viol, la justice française ne trouve pas de preuves. Plusieurs soldats français de l'opération Sangaré sont suspectés d'avoir commis des agressions sexuelles. 3 dossiers distincts ont été ouverts par la justice française. Il y a d'abord celui révélé par l'ONU portant sur des soupçons de viol d'enfants à Bangui, près de la base française. Ensuite, des accusations contre des militaires dans le centre du pays. Et enfin, une enquête portant sur une accusation de viol d'une jeune femme dans l'ouest de la capitale. Selon Mediapart, qui a pu accéder aux procès-verbaux, l'armée ne coopère pas avec les enquêteurs. D'ailleurs, un élément de l'ONU dénonce un blocage du commandement de Sangaris. D'après des sources judiciaires, les investigations concernant les accusations de viol sur des enfants ont été closes le 20 décembre, faute d'éléments probants. Une des enquêtes a été classée sans suite fin novembre. Nous restons, Antoine, en Centrafrique où la mise en place des institutions
session est en cours. Le Parlement se penche sur plusieurs lois organiques depuis mardi. Les détails avec Daoud Diouf. Les travaux vont durer 2 semaines et l'Assemblée nationale centrafricaine examine plusieurs lois organiques en vue de la mise en place des institutions devant mettre fin à la mauvaise gouvernance du pays. On peut retenir parmi ces institutions la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, le Conseil national de la médiation, le Haut Conseil de la communication et la Haute Autorité de bonne gouvernance. Selon la Constitution centrafricaine du 30 mars 2016, les nouvelles lois organiques doivent être mises en place un an après la prise de fonction du nouveau président. Au cours de cette session parlementaire extraordinaire, les députés centrafricains vont également examiner 2 accords internationaux signés avec l'Angola et le Burkina Faso. Merci Antoine Diouf et merci à Daoud Diouf. C'est la fin de ce journal inter. Sornana Tambay, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. D'un point de vue, on parlera de l'absence de consensus entre le pouvoir et l'opposition sur plusieurs questions. Donc, ce sera dans quelques minutes. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, avant de parler de la remise du drapeau au Lion, nous allons parler d'un absent de la tanière. Ah oui, la tanière au complet à l'exception de Mambiram Diouf attendu ce soir à Dakar pour avoir donc joué hier en championnat anglais. Le contingent anglais est bien en place en tout cas avec Sadio Mané à sa tête, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Momo Diamé, le Turc Moussa Sow et l'Espagnol Pape Kouli Diop ont répondu à l'appel. La concurrence en tout cas dans la tanière, Antoine, on en parle. Et les scènes disent les jours interrogés par Sodetiam à l'issue de la séance d'entraînement d'hier. Famara Diédhiou, l'attaquant et le défenseur Zarko Touré s'y mettent. Pour être dans une sélection nationale, il faut être au top niveau dans son club. Donc le sélectionneur qui choisit ses joueurs, donc il a choisi ses 23 joueurs qui sont peut-être meilleurs pour lui. Donc nous on est venus en sélection pour essayer d'amener le Sénégal plus loin. Il y a la concurrence certes, mais chaque joueur amène son point positif pour essayer d'amener l'équipe, les 11 qui vont titulaires à essayer de gagner les matchs un par un. On sait qu'on a un bon effectif et que certes il y a la concurrence, mais on fera le maximum pour aller très loin dans la compétition. Pour défendre suñu couleur, donc on va juste faire le maximum. Des hôtes de marque au Palais de la République cet après-midi, donc à l'issue de la séance d'entraînement de ce matin au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions en partance en tout cas pour la CAN Gabon 2017 reçus à 16h par le président de la République Macky Sall. Ils vont recevoir le drapeau national avant de s'envoler pour le Congo-Brazzaville. Alors c'est quoi la symbolique d'une telle cérémonie? Le doyen Abdoulaye Diaw y répond. C'est rappeler aux porteurs de drapeau que sont les sportifs en présence qu'ils sont sur les lieux en mission. Ce sont eux les missionnaires de la République. On a souvent rappelé que l'hymne national était exécuté pour le chef de l'État, pour les hommes de tenue que sont militaires, policiers et gendarmes, mais aussi pour ceux-là appelés sous les drapeaux. Aujourd'hui, c'est au tour des footballeurs d'être appelés sous le drapeau. Ils se doivent, sous ce drapeau, de réaliser le vœu de tout un peuple, puisque l'équipe nationale, la mission du genre, c'est ici une mission dans laquelle il faudra réaliser ce dont rêvent les Sénégalais. Tous ont envie d'être à leur place, mais très peu seront appelés. Voilà comment, chaque fois qu'ils sont sur les lieux pour symboliser leur victoire, c'est l'hymne national qui retentit sous le drapeau. C'est une mission digne de foi, c'est une mission que nous aurions aimé nous faire pour nous-mêmes. Mais tout le monde ne peut pas être appelé. Et voilà comment ceux-là, au nombre d'une vingtaine, en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des générations qui l'ont connu, qui sont revenues. C'est à eux aujourd'hui d'hériter de ce drapeau et certainement de faire vivre au Sénégal et aux Sénégalais ce moment tant rêvé depuis des générations. Ils sont en mission et voilà comment ils sont chez le président de la République qui leur remettra l'étendard national qu'ils se doivent donner sur les lieux puisque pendant ce temps, ce sont eux les ambassadeurs du Sénégal.
Antoine, il faut rappeler qu'au Congo-Brazzaville, 2 rencontres amicales sont prévues pour préparer donc la Coupe d'Afrique. Le 8 janvier contre la Libye et le 11 contre le Congo-Brazzaville. Logé à Franceville, le Sénégal joue le 15 janvier son premier match contre la Tunisie, puis rencontre le Zimbabwe et enfin l'Algérie pour les rencontres de poule. Antoine, c'est bien fini cette page des sports. Il n'y avait que du football, cher Tidiane. Merci. Merci. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Fin de l'année 2016. Adieu l'ami. Bonjour, l'ami 2017. Nous vivrons, je l'espère, le plus longtemps possible, la ronde des années qui finissent, se renouvellent et se succèdent. Dieu fasse qu'elles ne se ressemblent jamais, car ce serait alors le bonheur relatif éternel pour certains, la peine, les peines perpétuelles pour d'autres. Mais faut-il pour autant souhaiter l'alternance intégrale d'une saison à une autre? Que non pas. Ni le nirvana éternel pour les aristocrates, ni la galère à jamais pour les damnés de la terre. Plutôt un monde construit de concert dans la philosophie du pétrin de boulanger, même farine, même eau du robinet, bref, même matière première, même temps de cuisson. Au résultat, même pain pour tous. L'intérêt qui me préoccupe là est à la fois le partage du goût, de la qualité et surtout la fierté, la dignité pour tous d'avoir laissé quelques gouttes de sueur dans la pâte. Une nation elle-même est œuvre partagée dans ses différents processus d'édification, de consolidation, d'orientation, de réorientation, de mise en norme. Au départ, chaque religion l'enseigne, chaque peuple le proclame, chaque idéologie s'en fait le chantre, chaque parti politique y invite les autres. Mais à l'épreuve, s'incruste un jeu de malin et le projet commun s'effrite, vole en éclats et se termine en Big Bang, donnant, comme au Sénégal, le chiffre modeste de 250 organisations politiques et plus. Serait-ce là une manifestation supra-intelligente du génie de notre peuple? L'argument démocratique qui sous-tend un tel choix est totalement spécieux, opportuniste, malfaisant et archaïque. De même, son pendant, c'est-à-dire l'accaparement ad vitam aeternam de la chose publique par une caste qualifiée de politiciens, qui d'une saison à une autre se passe le témoin, eh bien, est égoïste aussi, narcissiste, intéressé. Il est même suicidaire en même temps pour la cohésion nationale et la solidarité sociale. La lutte des postes succédant à la lutte des classes que dénonçait feu Amadi Ali Dieng engage et mobilise le gros des troupes. On fait fi le plus souvent de la qualité, de la sincérité, de la technicité et de la pure probité. La loi du nombre est la loi qui vaille, le nombre bien sûr du même bord. Pourtant, doit-on le rappeler, la société est diverse, riche de sa diversité et toujours éclairée par ses différences. Retenons, c'est la grande vertu de la démocratie. À mercredi prochain. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour. Macky, maître du jeu politique, le président Sall ou l'art du bluff, référendum, dialogue national, augmentation du nombre de députés, le leader de la paire, tel un ouragan, passe en force partout où il lui plaît d'emprunter le chemin. Il déroule, euphémise le journal Enquête, devant une opposition atomisée par ses tours de passe-passe. Macky en fait-il trop? Pour Rewmi Quotidien, c'est oui. Dérive avec la multiplication d'institutions inutiles et budgétivores, un palais tarabiscoté de ministres conseillers, un gouvernement démesurément pléthorique, pris en otage par ses souteneurs alliés et autres proches.
Sentence du politologue Maurice Dione, le pouvoir est déterminé à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est qu'aux yeux de Sud Quotidien, Macky marque son territoire. Le président Sall, seul au Sénégal, qu'on le veuille ou non, estime le commentateur du journal, Macky est un génie politique. Ce n'est pas donc étonnant qu'il soit le premier président du Sénégal à gouverner le pays sans pour autant avoir une majorité à l'Assemblée nationale. En 4 ans de règne, le 4e président du Sénégal, note le confrère, a illustré à travers bien des coups de force sa posture de maître unilatéral et exclusif du jeu politique. De la réouverture polémique du dossier relatif au meurtre de Ndiaga Diouf à la modification tendancieuse du règlement intérieur de l'Assemblée, en passant par le putsch contre les réformes institutionnelles portées par la CNRI ou encore la lutte variable ou erratique contre la délinquance financière, Sud fait le plein sur une gouvernance politique unilatérale. Et apparemment, Macky Sall n'entend pas varier d'un iota sur ses aspirations. Toujours cette fin de loup. Et attention au sale piège dans la formation des groupes parlementaires dans la prochaine législature. De la prochaine législature, avertit le quotidien. Les choses pourraient mal tourner pour les alliés. Les choses ont-elles fini de mal tourner au Parti démocratique sénégalais? C'est la décadence, décrète le journal L'Observateur. Le monstre est dans le placard. Le parti de Wade est plongé dans une léthargie et noyé dans des coalitions. L'éloignement des Wade est l'équation du leadership. Mais Doudou Wade voit autre. Nous sommes dans tous les combats, le parti est bien vivant. Ibrahima Bahoum n'est pas d'accord. Depuis sa perte du pouvoir, relève le journaliste, le PDS coule, le Parti démocratique sénégalais en géant dans le néant. Plus on avance, plus le parti risque de se disloquer, prédit pour sa part le professeur de sociologie politique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ibou Sané. D'ailleurs, annonce toujours l'Observateur, un vent de frustration souffle au PDS, un avis de tempête. Pape Samba Mboup promet des déballage quand Abdoulaye Faye réclame lui un débat en interne. Y en aura-t-il au Parti socialiste pour recoller les morceaux? En tout cas, pour Vox Populi, la crise chez les Verts a atteint le point de non-retour. Tanor Khalifa, on est passé de la lune de miel à la lune de fiel. Maître Moussa Bokar Thiam, le porte-parole adjoint du Parti socialiste, avertit. Tout militant qui pose des actes contraires au fonctionnement du parti s'expose à son auto-exclusion. Pour le chef de cabinet de Khalifa Sall, Madame Aminata Diallo, s'il y a implosion, ce sont ceux qui défendent le Altopé qui devront ramasser les pots cassés. Il va y avoir des confrontations, prédit du coup professeur Moussa Diaw. Autant dire que du sang va gicler. Professeur Diaw ne croyait pas si bien dire puisque, comme l'indique Libération de ce matin, des proches de Khalifa Sall sont frappés par une mesure d'interdiction de sortie du territoire. La direction de la police judiciaire veut éviter la fuite des personnes visées. Et puis à la une de la Tribune, le directeur général des douanes sénégalaises s'exprime. Il parle des 150 millions de francs CFA trouvés chez Diadjiba, un de ses agents poursuivi par la CREI pour enrichissement illicite. Eh bien, le DG des douanes, Pape Ousmane Gueye, défend Diadjiba. Bonjour à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. L'absence de consensus entre le pouvoir et l'opposition sur plusieurs questions au menu de point de vue, et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. En ligne, le secrétaire politique du parti Réumi, Yankoba Diatara, bonjour. Bonjour. Pas de consensus sur le processus électoral entre le pouvoir et l'opposition. Pas de consensus non plus sur le nombre de députés, ni sur le HCCT, ni sur le référendum. Je peux encore citer. Est-il impossible qu'il y ait un tant soit peu d'entente ou de consensus entre le pouvoir et l'opposition? Oui, je voudrais d'abord commencer par vous remercier et en profiter pour souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017. Merci. Mais je voudrais simplement préciser, quand même, par rapport au dialogue politique, c'est qu'il y a un problème de démarche du côté du régime de Macky Sall. Depuis 2012, ce que nous constatons, c'est que Macky Sall gère le pays comme un chef de clan. Il le gère comme un chef de gang qui est aujourd'hui au service de ses intérêts politiques, des intérêts politiques de l'APR, des intérêts politiques de Benno Bokk Yakaar, en mettant à côté les intérêts vraiment du peuple sénégalais. Et que fait l'opposition pour faire barrage au président Macky Sall? L'opposition est dans une démarche naturellement
donc comme et de défense des intérêts du peuple sénégalais. Nous le rappelons toujours, donc les intérêts du peuple, mais également nous souhaitons instaurer un dialogue politique permanent entre le pouvoir et l'opposition. Or, un chef d'État doit être au-dessus des chefs des contingences politiques. Mais nous avons constaté que malheureusement, Macky Sall, vous avez cité plusieurs exemples, mais remontons depuis même donc le code général des côtés locaux sur la réforme de l'acte 3, donc, en venant au référendum, en passant par d'autres actes qu'il a posés, il ne fait que défendre les intérêts d'un clan. Pour nous, il fait du forcing, il n'est pas au-dessus des contingences politiques, ce qui fait que le dialogue est aujourd'hui bloqué. Bloqué, oui. Le dialogue politique, un dialogue politique permanent. Que dites-vous du dialogue lancé le 28 mai dernier? Dialogue avec les partis politiques, dialogue dans d'autres secteurs. Vous avez constaté quand même que c'était un dialogue de façade. C'était un dialogue pour plus ou moins légitimer même la libération de Karim Wade, vous vous rappelez tout cela. Donc nous on dit oui au dialogue, mais un dialogue politique sincère, un dialogue politique sur les intérêts du peuple sénégalais, mais pas un dialogue de façade qui plus ou moins pour masquer donc des coups politiques donc qu'il a préparés avec son clan. Justement, comment réussir ce dialogue dont vous parlez, le dialogue sincère, le dialogue consensuel? Non, sur les intérêts du peuple sénégalais, prenons l'exemple, par exemple, de l'augmentation du député. Sur l'augmentation du député, nous étions contre l'augmentation des députés. Nous étions pour quand même que la diaspora donc soit dignement représentée à l'Assemblée nationale, mais quand même sur les 150 députés existants. Il fallait faire un réaménagement donc de la répartition donc au niveau des départements pour pouvoir trouver quelque chose, et même sur la liste nationale, vraiment pour les députés de la diaspora. Macky Sall a pris de court tout le monde. Il a attendu la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire passer donc les 15 députés. Or, au début, il parlait même de 10 députés. Aujourd'hui, il est à 15 députés. Ce qui fait le nombre de députés à 165. Nous sommes totalement contre. Il n'y a eu aucune concertation, aucun dialogue sur cette question-là. Mais il continue sa dynamique de faire du forcing. Oui, concertation et dialogue. Est-ce que nécessairement le chef de l'État est obligé d'organiser une concertation sur toutes les questions? Non. Sur les questions d'intérêt national, je pense que nous pensons qu'un dialogue politique est normal. Sauf sur des questions, par exemple, d'intérêt national. Prenons l'exemple, par exemple, du référendum. Sur le référendum, on sait que c'est à la dernière minute qu'il a voulu donc convoquer plus ou moins une concertation sur ça. Or, vraiment, les dés étaient déjà pipés. Donc ça, c'était pour nous nécessaire parce qu'aujourd'hui, il y a des points qui ont été inscrits naturellement à l'ordre du jour sur le référendum qui ont été validés et qui commencent à être mis en œuvre. Et donc même l'applicabilité pose problème aujourd'hui. C'est la représentation de la diaspora à l'Assemblée nationale, c'est au Conseil des côtés locaux, et sur ça, vous avez constaté, on a voté, mais malheureusement, on n'avait pas les tenants et les aboutissants. Dans la mise en œuvre aujourd'hui, il y a problème, parce que simplement, il n'y a pas eu de dialogue. Et sur d'autres questions, aujourd'hui, sur lesquelles, aujourd'hui, il fait du forcing. Nous, à ce niveau-là, nous pensons qu'un pays doit se gérer dans la concertation. Prenons l'exemple de la France, qui nous inspire souvent. Même sur des questions d'intérêt national, le chef de l'État français est obligé donc de convoquer toute la classe politique, de prendre leur point de vue, quelle que soit leur divergence politique. Et je pense que ça, quand même, comme disait Abdou Diouf, le Sénégal est un pays de dialogue, est un pays de concertation. Je pense que ça, c'est une nécessité donc, pour la stabilité de notre pays. Yankoba Diattara, une autre polémique est en train d'émerger, c'est l'organisation des élections législatives. Est-il possible actuellement de trouver une certaine entente sur la question entre le pouvoir et l'opposition? Oui, en principe, ça doit être possible si les intérêts du peuple sénégalais sont mis en avant, mais également que nous respections donc, nos lois et règlements. Vous vous rappelez, aujourd'hui, sur cette question-là, le président de la République, sur sa demande, avait demandé à rencontrer l'opposition au palais de la République pour arbitrer sur les questions divergentes. Mais vous avez constaté, les points de divergence à l'époque, c'était sur le nombre de députés, sur le mode de scrutin, mais il a fait son forcing avec, vous avez vu récemment, avec, comment s'appelle, le nombre de députés qui a été voté à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il était nécessaire, quand même, que lui, qu'il se positionne en arbitre entre deux camps, le camp de Manko Watu Sénégal et le camp de Benno? Mais tout cela, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il n'existe presque pas une opposition forte? Au contraire, l'opposition est très forte au Sénégal. L'opposition est très forte et très bien organisée. Lui-même, qui a rencontré l'opposition au palais de la République, c'est que l'opposition est très bien organisée. Maintenant, nous ne sommes pas une opposition qui bat en guerre, qui
organise des marches à tout bout de champ, nous sommes aussi une opposition responsable, qui aussi participe de manière constructive à la gestion du pays. C'est pourquoi nous souhaitons quand même que le dialogue politique soit une règle démocratique instaurée au Sénégal, comme le faisait Abdou Diouf, comme le faisait Abdoulaye Wade. Et malheureusement, Macky Sall, vous savez, n'a pas une très grande culture politique, plus ou moins démocratique. On le sait, il a fait, les exemples sont là, sont patents. Donc sur sa démarche politique, et je pense que ça, quand même, c'est regrettable. Malheureusement, il fait moins que Wade, il fait moins que Diouf, alors qu'on attendait de lui une plus grande ouverture, une plus grande disponibilité par rapport à la classe politique actuelle, avec qui plus ou moins il partage en fait un certain nombre d'années de partage, de parcours politique. Et malheureusement, donc il n'est pas à la hauteur, à mon avis, donc de la tâche qui lui est confiée aujourd'hui. Merci Yankoba Diatara. Je rappelle que vous êtes le secrétaire politique du parti Rewmi. Le ministre Mor Ngom est en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Antoine. Ministre conseiller spécial du président de la République, membre de l'APR. Absence de consensus sur pas mal de questions. Comment vous comprenez cela? Oui, bonjour, Antoine. Et je vous remercie de me permettre de pouvoir dire aux Sénégalais bonne et heureuse année. Avant de répondre à votre question. Je crois que votre question, elle est essentielle. Elle est essentielle dans la mesure où nous sommes dans un pays où nous n'avons absolument rien à envier aux pays développés sur le niveau de notre démocratie. Et c'est la question qui se pose. Parce qu'il y a un pouvoir et il y a une opposition. Nous, aujourd'hui, au niveau de Benno Bokk Yakaar, nous avons la chance de pouvoir aujourd'hui diriger ce pays. D'ailleurs, moi, je ne parle même pas de pouvoir, mais nous dirigeons ce pays sur la base consensuelle et de la confiance des Sénégalais qui ont élu le président Macky Sall avec 65%. C'est tout à fait normal qu'il y ait quelques points où on ne peut pas s'entendre avec l'opposition parce que l'opposition cherche aujourd'hui, vaille que vaille, à mettre les pieds, en tout cas l'étrier aux pieds de ceux qui dirigent. Oui, justement, les points sur lesquels il n'y a pas d'entente, est-ce que ce n'est pas des points essentiels? Quand je prends le cas du processus électoral. Oui, le processus électoral. Je crois que, Antoine, ce qui s'est passé le 28 mai a été une réussite totale. Je ne dirais même pas pour le président Macky Sall, mais pour le peuple sénégalais, parce que c'est de cela dont on a besoin. Nous avons besoin que notre peuple puisse se retrouver. Nous avons besoin que l'opposition, qui sont des Sénégalais comme nous autres, puisse être une opposition de proposition d'idées et non pas une opposition qui casse à tout vent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si c'est une vérité, que nous tous, les projets de société que nous avons, c'est-à-dire l'offre de société que nous proposons aux citoyens chaque fois qu'il y a élection, c'est pour mettre le pays sur les rampes de l'émergence. Je crois que le président Macky Sall, ce qu'il vient de faire, en dépassant largement les horizons et la temporalité de mandat présidentiel à travers son PSE, devrait pouvoir unir l'opposition une fois pour toutes avec le pouvoir autour d'une table pour la réflexion et la mise en exergue de l'ensemble donc de ces actes-là. Justement, sauf que cette opposition est souvent dribblée par le président Macky Sall sur certaines questions. Dernier exemple, l'augmentation du nombre de députés. Je ne pense pas que qu'il y ait dribble, parce que nous ne sommes pas dans un match de football. Nous sommes devant des choses qui sont essentielles pour notre devenir, pour notre avenir, notre vécu d'aujourd'hui, mais surtout pour le développement durable pour nos enfants de demain. Je crois qu'il faut suivre la logique du président Macky Sall. Déjà dans l'opposition, dans son offre politique, il avait considéré la diaspora comme étant une 15e région du Sénégal. Si on note, si nous partons de ce principe, je crois que on prend le Sénégal aujourd'hui qui compte 14 régions, nous sommes à 150 députés. Ajouter 15 députés
Pour une 15e région, je crois que c'est vraiment infime par rapport à cette considération. Ça, c'est un. Deux, je ne vous apprends absolument rien. La participation de la diaspora sur notre économie. Vous savez très bien que ce que nous avons comme chiffre, c'est officiel, mais quelque part, vous et moi comprenons bien qu'il y a même une bonne partie de cette manne financière qui quitte la diaspora pour venir être investie au Sénégal et qui n'est pas comptabilisée parce que les filières sont multiples. Oui. Je crois que fort de cela, nous devons pouvoir respecter cette diaspora-là et leur donner une possibilité de pouvoir s'exprimer sur ce que fait le gouvernement et sur toutes les décisions qui sont prises dans Mais est-ce qu'il n'y a pas de calcul politicien? Parce que certains disent que le président Macky Sall sait qu'il a une bonne compagnie, disons, de militants apéristes à l'étranger. Non, je ne pense pas qu'il y ait un le nombre calcul de députés à politicien. 15, oui. Je ne pense pas qu'il y ait un calcul politicien. Vous savez ce qui se passe? C'est que l'opposition, je crois, a le droit d'aller, parce que la politique, c'est du marketing. Ils n'ont qu'à mettre leur produit en exergue, essayer d'en faire des têtes de gondole partout où besoin sera, pour pouvoir donc gagner ces populations-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal. Ils n'ont qu'à aller le faire au niveau donc de la diaspora, mais que ces 15 députés-là qui sont destinés à la diaspora, bien sûr, les auront ceux qui auront le plus de votes, de nombre de votes favorables. Très bien. Merci. Merci, Michel Ministre Mangom. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller spécial du président de la République, membre de l'APR. C'est fini pour Au point de vue, la météo avant de vous quitter. Ces prochaines 24 heures, le ciel sera largement dégagé sur le pays. La chaleur restera sensiblement marquée sur l'ensemble du territoire, malgré une légère baisse des températures journalières qui vont varier entre 31 et 32 degrés sur le littoral et la zone nord et 34 à 35 degrés dans les régions centre et sud. La fraîcheur sera, quant à elle, particulièrement notée durant la nuit au petit matin sur toute l'étendue du pays, notamment au sud et à Matam, où les maxima seront de 15 degrés. Voici le rappel des titres. Antoine Diouf. Nouvelle taxe sur le ciment. La mesure est entrée en vigueur depuis le 2 janvier dernier. Une solution militaire en Gambie peut embraser la sous-région ouest africaine. La seule solution, c'est d'attendre le verdict de la Cour suprême. Ainsi parle le chargé d'affaires de la Gambie aux Nations Unies. Samsar était dans ce midi. Situation de crise en Gambie. Les transporteurs de Ziguinchor continuent d'emprunter la transgambienne malgré l'ultimatum qui approche pour une intervention militaire au pays de Diamé. Cependant, les passagers ne cachent pas leur inquiétude par rapport à leur sécurité. Et puis la zone des Niayes agressée par le foisonnement de construction en dur. Ce poumon vert de Dakar se rétrécit. À Pikine, on alerte. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Serine Salioudem. Réalisation El Hadj Daouda Diouf. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, El Hadj Ndiogoudienne pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, c'est Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. 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 À toutes et à tous.